Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici paragraphe 14 et on va parler de livres dont vous êtes le héros, de jeux de rôle, d'interactivité, de toutes sortes de choses, tout ce que vous aimez entendre le lundi soir sur cette chaîne. Avec un focus particulier, bien entendu, sur les livres dont vous êtes le héros et cette fois l'interactivité. Mais avant ça, on va démarrer tout doucement, hein. Je suis presque en avance, hein. Il est 19h05. Donc, c'est une belle performance, hein. Je n'ai mis qu'une fois le générique, pour une fois. Et pour célébrer ça, je vais m'ouvrir un petit Pims et je vais trinquer avec Ronan. Voilà. Donc, Ronan, à ta santé. À la tienne. Refermer la bouteille, très important. Voilà. Et santé à tous ceux, toutes celles, toutes ceux et toutes celles qui nous écoutent ou nous regardent, ou les deux, ce soir. Alors, comme d'hab, le programme, comme chaque lundi, comme chaque lundi, 19h, la petite intro juste entre nous sur un thème très ludologique, ça peut être très varié, hein, ça peut aller du déballage en direct d'une nouveauté que je viens d'acheter à l'étude hyper pointue de concepts très sérieux, comme nous allons le voir d'ailleurs aujourd'hui. Je m'étais dit que c'est bien de faire de la vulgarisation, de toucher à des articles qui sont écrits par des mains hasardeuses, comme on a pu le faire récemment. C'est très bien. Mais il ne faudrait pas sous-estimer le fait que les livres-jeux, la littérature interactive, si on ose l'appeler ainsi, fait également l'objet d'études, tout ce qu'il y a de plus sérieux, comme en témoigne cet article que je vais vous présenter incessamment sous peu, qui va apparaître sous vos yeux ébahis. Voilà. Cet article qui tout de même fait l'objet d'une publication dans la Pléiade. Je ne sais pas exactement quelle collection, quelle revue, si c'est uniquement électronique ou je ne sais pas. Mais toujours est-il que euh, cela se trouve en libre accès sur Internet, en tout cas au moins sur ce site-ci que je vous présente ici, Open Edition. Voilà, le lien figure en bas dans les copyrights, en bas du chat. Si vous regardez en bas du chat, non pas le chat de Twitch, mais le chat qui se répercute à l'écran sur mon overlay, vous verrez en bas des copyrights, donc le titre de la littérature aux jeux vidéo, le spectre de la narration interactive, texte de Martin Ringot, la Pléiade 2018 et le lien internet sur lequel on peut le lire en version intégrale. Bien, comme c'est un texte qui relève quand même d'un certain niveau, je vous propose de commencer sans tarder sa lecture. Alors, en quoi va consister la séance? Bah, on va lire et on va tenter de comprendre, en fait. On va déjà voir si le texte est à notre portée. On va s'entraider pour comprendre les concepts les plus compliqués. Et on va voir comment on peut parler finalement de notre passion, hein, de manière hyper sérieuse, voire peut-être par moments un peu trop sérieuse. Je vous avoue que j'ai pas lu l'entièreté de l'article, je l'ai survolé, je l'ai lu à plusieurs endroits différents. Et il n'est pas impossible qu'on y ait fait allusion dans un stream précédent, il y a fort longtemps, mais je ne me souviens plus, je n'en suis plus certain. Alors, entrée en matière, bientôt le prix Nobel de littérature pour Ian Livingstone. Peut-être quand même pas exagéré, mais c'est vrai que Ian Livingstone il est sur une pente, on va dire, sur une montée assez, assez impressionnante, hein. Mais bon, trêve de rêve, et poursuivons dans notre étude. Notre but
dans cet article est de montrer en quoi une convergence entre littérature et jeux vidéo peut être trouvée je ne sais pas dans l'emploi de quoi, dans l'emploi par les deux médias de la narration interactive, dans l'usage peut-être, je ne sais pas. L'évolution de la littérature moderne dans la seconde moitié du XXe siècle, l'a amené au recours à des structures hypertextuelles. Ok, hypertexte, moi quand je vois hypertexte, je vois le lien qui apparaît en bleu là, souligné, qu'on peut cliquer dessus pour être emmené sur une page web ou quoi. Moi quand j'entends hypertexte, moi c'est ça que je vois. Au même moment, les jeux vidéo ont intégré la construction narrative qui a rendu la frontière entre ce nouveau médium et la littérature expérimentale plus poreuse. Donc on parle de littérature expérimentale, ok. Je suppose qu'on fait l'allusion à des auteurs genre Borges ou quoi, ou des trucs comme ça, même si c'est très antérieur à l'apparition du jeu vidéo. Mais la littérature expérimentale, ok. Et on fait ce parallèle avec les jeux vidéo, dans la mesure où les jeux vidéo ont assez rapidement eu besoin de ce qu'ils appellent une construction narrative, donc d'une scénarisation, du fait d'avoir une histoire qui se vit, en fait, hein, comme on pourrait la lire ou la regarder dans un film. Nous entendons donc, dans cet article, montrer que la distinction entre littérature et jeux vidéo n'est pas aussi nette qu'il n'y paraît et proposer l'établissement d'un spectre reposant sur les niveaux d'interactivité énoncés par Eric Zimmerman. Je ne sais pas qui est Eric Zimmerman, mais on va se donner la peine de regarder quand même. Eric Zimmerman, ça me paraît quand même intéressant de se renseigner. On tombe d'ailleurs directement sur des outils relatifs à Zimmerman. Donc voilà le gars qui doit vous apparaître à l'écran, c'est la page Wikipédia, Zimmerman en 2010, game designer, cofondateur de GameLab, il y a sans doute des tas de trucs qui s'appellent GameLab. Alors, né en 69, game designer américain, ok, il a fondé plusieurs sociétés. Qu'est-ce qu'il peut avoir fait de notable qui pourrait nous permettre de l'identifier? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas. Alors moi, Eric Zimmerman, c'est pas un nom qui me... C'est pas un nom qui me renvoie à des connaissances particulières ou qui me fait tilt. Ah oui, non. Si vous savez, si vous avez des références par rapport à ce monsieur, je vous en prie, exprimez-les. Donc voilà, on sait qu'on va, les niveaux d'interactivité, on va découvrir ce que c'est d'Eric Zimmerman. Ok. Alors, on voit que la table des matières est quand même déjà assez longue. Donc, je suis pas certain qu'on ait le temps de lire tout le texte, mais on va quand même se donner la peine d'aller le plus loin possible. En guise d'introduction, donc je vais quand même vous donner les différents chapitres. On a une intro, on a du texte à l'hypertexte, on a jeux vidéo et hypertexte, et puis spectre ou limite, point d'interrogation, une affaire de forme, le spectre de l'interactivité. Tout ça, donc cette histoire de spectre, on va voir à quel point, je sais pas, l'interactivité, on va voir jusqu'où elle s'étend, je suppose, voilà. Et puis conclusion et perspective. Tout ceci m'a l'air bien ficelé. Introduction. Nous commençons par une citation de Italo Calvino, de 2003, qui nous dit « Ainsi donc, le réseau des possibles peut se concentrer dans les quelques pages d'un récit de Borges. » On connaît Borges maintenant. « Tout comme il peut servir d'armature à des romans de longue ou de très longue portée, chaque partie reproduisant alors la densité du modèle. » Ça commence déjà... enfin, là, c'est Calvino, mais bon. Mais aujourd'hui, ajouterais-je la règle qui veut qu'on fasse court, entre guillemets, se trouve confirmée par les longs romans eux-mêmes, structurellement voués à accumuler, à moduler, à combiner. Je ne sais pas exactement à quoi il fait allusion. On comprend le français, la phrase, elle est intelligible, je veux dire, mais on manque peut-être, en tout cas moi, je manque peut-être de références pour comprendre à quoi il fait allusion exactement, même si je comprends chacun de ces mots. Donc là, on commence le texte à proprement parler, donc de Monsieur Martin Ringot. Dans la dernière des 5 conférences qu'il a données à Harvard en 85 sur l'avenir de la littérature, Italo Calvino développe la notion de multiplicité. Il s'inscrit dans une lignée d'auteurs qui recherchent, à l'instar de Paul Valéry, une œuvre qui puisse enfermer une certaine totalité. Qu'elle soit encyclopédique,
ou narrative. D'accord? Dans le sens, j'imagine, un auteur qui, tout au long de sa vie, aurait établi une sorte de fil conducteur comme ça d'un livre à l'autre, même s'il n'est pas nécessaire de lire les livres dans l'ordre ou tous les livres pour comprendre où on va en venir. Il y aurait quand même un fil conducteur, un truc qui permettrait de donner à l'œuvre complète une cohérence et un sens à être lu dans son entièreté également. Donc à l'instar de la littérature médiévale, qui tendait, comme la Divine Comédie, à intégrer tout le savoir dans une forme systémique et compacte, ok, là on fait allusion à la Divine Comédie, effectivement, où là c'est un périple, la Divine Comédie de Dante, ouais c'est ça, c'est un périple en enfer, je sais pas, entre autres, il y a tout ça, je ne l'ai pas lu moi-même, mais c'est vrai que voilà, vu l'auteur, c'est un personnage qui est très, voilà, très intellectuel, très érudit, et donc qui transmet toute une série de connaissances à travers son œuvre multiple, puisque c'est le sujet de l'article. Intégrer tout ça dans une forme systémique et compacte, la littérature moderne tente à une multiplicité narrative, où chaque récit en contient un autre en puissance, suppose un récit parallèle ou contraire, où une situation initiale donne lieu à une multiplicité de développements divergents. C'est ainsi qu'il propose la notion, je suppose que c'est Calvino, la notion d'hyper-roman, pour laquelle il donne l'exemple de, et là on a un titre, Si par une nuit d'hiver un voyageur, ou encore l'exemple de La vie, mode d'emploi de Georges Perec. Ça, c'est des noms que je connais, Calvino, Georges Perec. J'ai déjà lu sûrement. J'ai lu une pièce de théâtre de Calvino. J'ai dû lire un truc de Perec, mais ça fait longtemps que voilà, mes références sont un peu épuisées. Et salut Jugue. Salut Jugue. On commence en force ici. On est dans l'interactivité. Alors, donc là, on part du postulat d'Italo Calvino, qui remonte déjà à 85, donc ça fait déjà quand même un paquet d'années. On part du postulat que la littérature moderne, je n'ose pas dire contemporaine, parce qu'on est quand même loin derrière ça, loin, ou loin devant, c'est selon. La littérature moderne tente à l'hyper-roman, ou à la littérature multiple, au fait d'avoir un récit derrière le récit, des sens cachés, ou voilà, je ne sais pas. Je sais pas, je lis pas assez de littérature de manière générale, en tout cas de littérature moderne, pour me rendre compte de ce constat. Si Calvino pense à ces deux œuvres pour donner une idée de la direction que doit prendre la littérature au nouveau millénaire, c'est pour leur capacité à intégrer une multiplicité de récits. Ok. À savoir que le récit, c'est pas l'œuvre en elle-même, c'est pas le texte qu'on lit de la première page à la dernière. Le récit, ça peut aussi être, comme on dit, un récit dans le récit, c'est l'histoire qu'on raconte ou qu'on se raconte à travers ce qu'on a à disposition pour comprendre, quoi. C'est pour leur capacité d'intégrer une multiplicité de récits, ok. S'interroger sur la littérature expérimentale, donc là on est dans un champ particulier de la littérature, revient à se demander quelle sera la prochaine grande évolution dans la manière dont un texte est créé. Donc là on est en 2018 quand l'article est écrit. Il y a un siècle, cinéma et photographie ont poussé les écrivains à dire autrement la réalité, en brisant les formes poétiques et en mettant à mal la fiabilité de la représentation littéraire. Aujourd'hui, c'est le numérique et son fonctionnement procédural qui invitent les auteurs à repenser la création littéraire comme mise en place d'un système narratif. Là, on comprend que suite à l'innovation d'un médium tel que le jeu vidéo et toutes ces déclinaisons, on a une littérature qui se sent obligée, par essence, de se métamorphoser et de proposer quelque chose de compétitif au lecteur. Moi, je le comprends un peu comme ça. Par contre, j'ai un peu plus de mal à comprendre quand il dit « invite les auteurs à repenser la création littéraire comme mise en place d'un système narratif ». Pourquoi est-ce qu'il faut la repenser ? La création littéraire, donc le fait d'être dans la création, donc le fait d'être dans la conceptualisation d'une œuvre, de se projeter dans l'œuvre qu'on va rédiger.
il faut que ce soit comme une mise en place d'un système narratif. Pourquoi comme si la création littéraire, c'était pas systématiquement la mise en place d'un système narratif. À moins qu'il veuille dire qu'il faut se repenser le système narratif et ne plus se fier à la narration classique telle qu'on l'a connue depuis des siècles. Je ne sais pas si c'est ça qu'il veut dire, mais moi, cette partie-là de la phrase, elle me pose question. Salut Danou. Et comment ça va mieux. Je crois que j'ai encore le nez qui goûte. J'en ai marre. Je pensais en avoir fini, mais ça doit être le fait d'être dans la pièce et d'être assis ici, de commencer à parler. Je pense que voilà, mon esprit commence à condenser et après j'ai le nez qui goûte. Voilà. Donc je vais me moucher, mais une fois, pas deux. Attention, attention, je me retourne. Voilà, donc mettez ça sur le dos de la condensation intellectuelle. Ah. Mais non, je suis pas, je suis plus malade, c'est plus possible ça. C'est plus possible. Je dois plus être malade. Je vais boire un coup de Pims parce que faut bien ça. Donc je poursuis. Donc on était à l'endroit où voilà, on apprend que la littérature doit se renouveler parce on est à l'ère du numérique et qu'il faut proposer une autre expérience narrative au lecteur que celle classique connue jusqu'à maintenant. Ajoutons que le numérique est venu aussi avec son lot de nouvelles expériences, notamment la possibilité pour une personne d'interagir, on a le mot, interagir, avec un environnement généré à l'écran à l'aide d'un dispositif. Et la littérature numérique ne peut être étudiée indépendamment de ces nouvelles pratiques qui proposent à leur tour un système narratif, lequel n'est pas étranger à cette multiplicité narrative que Calvino posait dès 85 comme l'une des pierres angulaires de la littérature du nouveau millénaire. Nouveau millénaire dans lequel nous sommes, donc aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire par... C'est la notion, moi, de système narratif qui me pose question. Qu'est-ce qu'il veut dire par système narratif ? La littérature numérique ne peut être étudiée indépendamment de ces nouvelles pratiques. Les nouvelles pratiques, donc interactives, proposent un système narratif. En elle-même, en dehors du texte qu'on y lit, c'est ça que je comprends pas. C'est quoi cette notion de système narratif ? Je vais taper système narratif. On me renvoie à schéma narratif, c'est pas du tout ça. Schéma narratif, non. Je vais le taper entre guillemets pour être sûr que Google me trouve cette expression-là dans l'ordre que je lui demande. Les systèmes narratifs dans les métamorphoses d'Ovide, sur le même site d'ailleurs. Design narratif, considération préalable, ok. Le roman et le genre narratif, le système narratif. Ouais, peut-être ici. On va regarder ça. Je vais chercher. Parce que moi, ça me pose question. J'ai envie de savoir. Ok, il était dans le. Ah, ok, ouais, c'est pas. Zut, Google m'a trouvé le mot qui est dans un contenu qui m'est inaccessible. Bon, les systèmes narratifs dans les métamorphoses d'Ovid, ok, on va pas tout lire, mais qu'est-ce qu'on entend par système narratif? Qu'est-ce qu'on entend par système narratif? Moi, j'ai envie de comprendre la raison d'être d'un système narratif autorisé. Ce premier système narratif. Le narratif a donc conclu, Ovid a mis en place un public de narratrices qui, à leur tour, s'écoutent avec plaisir. Donc, on a un récit où on a un peu le mode mille et une nuits, des gens qui racontent des histoires et qui s'écoutent. Et là, on parle de système narratif. Ok. On va poursuivre la lecture. Ouais, non, sur Cassius No, toi, carrément. Ouais, non. Design narratif, considération préalable, design narratif, considération. Ouais. Bon, bah, on va poursuivre l'article, hein. On va peut-être essayer de comprendre au fur et à mesure ce qu'on veut dire par système narratif. C'est pourquoi nous proposons une étude en deux temps. Tout d'abord, nous verrons comment le texte littéraire a connu dans la seconde moitié du XXe siècle une nouvelle approche tant dans sa création que dans la conception que l'on se fait de l'objet texte en soi. Ok.
Cette modification de l'approche se confirmera par l'arrivée de la littérature dans l'environnement numérique ou des expériences de littérature combinatoire, ça on se renvoie à l'Oulipo, à Raymond Queneau, hein, et interactive, donc combinatoire et interactive, permettront le développement de l'hypertexte. Okay, mais il n'a pas fallu attendre que la littérature s'empare de l'outil numérique pour voir apparaître des hypertextes. En effet, et ce sera le propos de notre second temps, le jeu vidéo a au même moment fait l'expérience de différentes techniques de développement narratif, notamment par l'intermédiaire du texte. Si cette forme de jeu textuel a évolué aujourd'hui en incluant d'autres éléments que la technique des années 80 ne pouvait pas inclure, elle garde en commun avec la littérature expérimentale actuelle certains éléments qui nous invitent à interroger la limite entre ces deux médias. On parle de littérature expérimentale. L'autre jour, on avait lu des extraits de le livre dont Jean Baudrillard est le héros. On est dans une forme de littérature expérimentale. Pas parce que c'est un livre dont vous êtes le héros, mais parce que c'est un essai biographique, philosophique, qui emprunte à une forme littéraire qui n'est pas habituelle et qui tente de toucher son public d'une autre façon que l'habituel. On est dans la littérature expérimentale de ce point de vue. Même si ici les références, Calvino, tout ça, on est dans la littérature peut-être un peu plus, j'ai envie de dire absurde, surréaliste ou quoi, enfin voilà. Du texte à l'hypertexte. Quoique avec Baudrillard, on n'était pas loin avec la pataphysique, on n'est pas loin du surréalisme et de l'absurde. Alors, du texte à l'hypertexte. Est-ce que j'avais bien tout lu? Ouais, j'avais bien tout lu. La création littéraire a connu dans la seconde moitié du XXe siècle une série d'évolutions qui ont déterminé la direction que les auteurs allaient prendre. Si l'arrivée des nouveaux médias de représentation comme la photographie et le cinéma a remis en question la capacité qu'avait tant la littérature que la peinture à dire le monde, ouais, c'est surtout le formalisme et le structuralisme qui ont changé la perception que l'on avait de l'auteur et de son œuvre. En effet, celle-ci devenait texte et l'auteur simple scripteur. Une façon de dire que qui écrit, quoi. Considération qui s'est cristallisée, entre autres, dans l'article de Barthes, Raymond Barthes, je suppose, qui met en question la centralité du rôle. C'est Raymond Barthes, Roland Barthes, je sais plus. La centralité du rôle de l'auteur jusqu'à en proclamer la mort symbolique. Barthes, 1968. Formalisme et structuralisme. Je ne saurais pas les expliquer comme ça, mais je pense qu'on va s'en passer pour le moment. Parce que l'heure avance, et si on commence à expliquer tous les termes, on ne s'en sortira pas. Je ne pense pas que ce soit utile de savoir exactement ce que ça veut dire pour comprendre le reste de l'article. La littérature potentielle et la systématisation de la création. Donc, parallèlement à ce débat, on assiste à la création de l'ouvroir de littérature potentielle. De quel débat il parle? Parce que là... Ok, bah peut-être qu'on va devoir s'informer sur le structuralisme et le formalisme pour comprendre ce qu'il veut dire par débat. Hein. Voilà, courant de pensée des années 60 visant à privilégier d'une part la totalité par rapport à l'individu, d'autre part la synchronicité des faits plutôt que leur évolution, et enfin les relations qui unissent ces faits plutôt que les faits eux-mêmes dans leur caractère hétérogène et anecdotique. Ok, c'est un truc plus global sur l'étude des phénomènes et de l'individu, quoi. Ok. Structuralisme, c'est un ensemble de courants de pensée. C'est complexe le structuralisme. Hein. On n'est pas dans quelque chose de simple à expliquer en quelques minutes. C'est pour ça que je ne veux pas m'attarder, m'enfoncer dans des définitions qui deviendront au final plus compliquées que la base. Le formalisme. Le formalisme. Oula, ça c'est un mauvais article. Mouvement littéraire artistique qui mettent l'accent sur la forme plutôt que sur le fond, ok. Ça en dit pas grand-chose. Ouais, bah on va se contenter de ça. Hein, forcément, le formalisme, privilégier la forme au fond, en tout cas dans son aspect, quand on étudie quelque chose.
Ok. Ont changé la perception que l'on avait de l'auteur et de son œuvre. Ok, si tu le dis. Mais c'est vrai que la littérature, le rapport au livre, le rapport à la lecture, ça évolue d'époque en époque. Pour un exemple très simple, dans l'Antiquité, on n'écrivait pas comme on écrit aujourd'hui. Il y a une quantité de manuscrits. On écrivait, je veux dire, les mots les uns à la suite des autres, parfois sans forcément de signe de ponctuation. Il fallait vraiment savoir décoder, déchiffrer pour lire. Voilà. Jusque très tard, on lisait à voix haute. On lisait, la lecture à voix basse, c'était pas quelque chose de normal, c'était pas quelque chose d'intuitif pendant très longtemps. Donc, ouais, il y a eu des phases de l'histoire, des événements, des choses, des apports technologiques qui ont révolutionné notre rapport intime à des choses euh, banales, en somme, qui ne le sont peut-être pas tant que ça, justement. Le fait de lire, c'est devenu quelque chose de banal, mais ça ne l'est pas. Hein, le simple fait qu'on puisse lire sur un ordinateur plutôt que sur un livre, ça modifie déjà notre rapport à la lecture. Et peut-être que sans le savoir, on a basculé dans quelque chose, dans un rapport à la lecture qui est fondamentalement différent de ce que c'était il y a 40 ans, quoi. Alors, je replonge un peu dans le chat parce que je vois qu'il y a ce Juc qui nous raconte des choses. Baudrillard assez intéressant. Et d'ailleurs, je l'ai eu en... Tu l'as eu en physique. Tu l'as eu en physique. Ça veut dire quoi ça, tu l'as eu, Jean Baudrillard? Ça veut dire que tu as reçu des cours de physique de Jean Baudrillard. C'est ça que tu veux dire? Et tu as eu la feuille où tu l'as étudié en physique. La feuille d'arborescence dedans. Oui, 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 oui. La feuille d'arborescence dedans. Oui, oui. Dans Jean Baudrillard, je ne vous l'avais pas montré. Mais il y a effectivement, je vous la montre rapidos. Jean Baudrillard, hein, le livre dont Jean Baudrillard est le héros, effectivement, à l'intérieur, nous avons une, euh, une arborescence, en fait, qui est là. Voilà. Et qui donne toutes les ramifications possibles. Elle m'a l'air fort juste, je l'ai un peu examinée. Elle m'a l'air tout à fait correcte. Énergie pose une question. Est-ce vrai que l'orthographe des mots n'a été posée que récemment par rapport à l'invention de l'écriture et des alphabets? Alors ça c'est une vaste question parce que l'orthographe des mots elle a changé, elle a changé à chaque évolution de la langue. Si on prend à l'échelle de la langue française, l'orthographe des mots, de manière générale, il a été fixé pour moi à l'époque enfin, globalement à l'époque de la Pléiade, il y a eu un gros travail, donc c'est-à-dire au XVIe siècle, si j'ai bonne mémoire. Il y a eu un gros travail. La Pléiade, c'était un regroupement de personnalités du monde littéraire, on va dire, hein, de l'époque. Hein. Un peu genre Académie française, quoi, qui ont, qui ont voulu poser des bases plus carrées de la langue écrite et qui ont fait un gros travail là-dessus. Et je pense que l'orthographe d'usage, en tout cas, de la plupart des mots de la littérature, a été fixée à ce moment-là. Et même si on n'écrit plus pareil aujourd'hui, je crois que on peut remonter au XVIIe siècle, donc l'époque de Molière, Racine, Corneille, tout ça. euh, je crois que c'est au XVIIe siècle qu'on a un français qui est le plus proche possible du français qu'on a aujourd'hui, qu'on peut comprendre nous, sans avoir besoin d'une traduction, on va dire, d'une mise à jour du français, quoi. Et l'orthographe est assez similaire, même s'il y a des variations. Forcément, la langue évolue toujours d'une époque à une autre. Aujourd'hui, on a encore, à l'heure actuelle, on assiste à des évolutions orthographiques dont on n'a même pas conscience parce qu'on a plein d'erreurs dans notre parler qui influencent notre écrit, et puis au final, les erreurs deviennent des normes, et on a l'orthographe qui évolue de cette façon-là, malgré qu'on a des instances qui essayent de canaliser ça, de cadrer les normes orthographiques, tout ça, mais oui, bah, quand même, 17e siècle, 16e, 17e siècle, la fixation de l'orthographe, je pense, en tout cas pour la langue française. Pendant longtemps, la composition des mots était plus pour la phonétique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La composition des mots était plus. Tu veux dire qu'on écrivait plus comme on entendait? Mais non, ça dépend le rapport à l'écriture. Aujourd'hui, tout le monde, entre guillemets, la majorité des personnes sont censées être capables d'écrire, puisqu'on a une instruction, un système d'école obligatoire où on doit apprendre tout ça.
Mais ce n'était pas le cas il y a des siècles. Hein. Là, l'écriture était réservée à une certaine élite, ou en tout cas à une certaine catégorie de personnes, pas forcément une élite, mais en tout cas à une certaine catégorie de personnes qui avaient l'occasion d'apprendre à écrire, ou à lire en tout cas. Donc forcément, les gens qui apprenaient ça un peu sur le tard, forcément, j'imagine qu'ils écrivaient comme ils entendaient, pour prononcer comme à l'oral. Mais faudrait poser la question à des spécialistes pour en être sûr. Mais moi, je pense quand même que l'orthographe a été fixée de manière assez claire, en tout cas entre le 16e et le 17e siècle. D'ailleurs, il suffit d'ouvrir un texte du 17e siècle, même s'il y a quelques efforts à faire dans la façon, il y a certains mots qui ne s'utilisent plus comme aujourd'hui, des mots qui ont perdu le sens qu'ils avaient à l'époque, des mots qui n'existent plus, mais ça c'est normal, la langue évolue. Mais globalement, tu peux lire un livre qui a été écrit au 17e siècle, tu peux le lire aujourd'hui. Le français est le même. Je veux dire, le français, tu peux le comprendre, quoi. Même si, comme je dis, il y a des adaptations, une gymnastique mentale à faire à certains moments. Par contre, tu remontes 2 siècles en arrière, tu ouvres un bouquin de Rabelais, dans le français de Rabelais, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Là, t'es dans un français mutant où on a encore cette espèce de latin de cuisine qui est omniprésent et qui se transforme vers le français que ça deviendra. Et là, c'est du charabia pour un francophone d'aujourd'hui, quoi. On a quelques siècles de différence, hein, et s'il n'y avait peut-être pas eu ce travail-là de vouloir vraiment codifier, instaurer des normes nationales, parce que les Français n'étaient pas le même au nord, au sud, tout ça. Donc, s'il n'y avait pas eu ce gros travail-là, littéraire d'ailleurs en partie, on n'aurait probablement pas eu un français aussi stable, voilà, jusqu'à maintenant, quoi. Alors, où est-ce que j'en étais, moi? Où est-ce que j'en étais? La création littéraire. Donc ça, alors, on est dans la littérature potentielle et la systématisation de la création. Parallèlement à ce débat, donc celui dont on vient de parler, formalisme, structuralisme, qui modifie notre rapport à la lecture, à l'écriture. On assiste à la création de l'ouvroir de littérature potentielle en 1960 par François Le Lyonnais et Raymond Queneau. Ça, on connaît, l'Oulipo, on en a assez parlé, Raymond Queneau, Un conte à votre façon, qu'on a longtemps cru que c'était le premier livre dont vous êtes le héros, entre guillemets, l'histoire du conte et l'histoire le conte, conte à votre façon, l'histoire des petits pois qui dorment, enfin bon, histoire surréaliste, quoi. Il s'agissait pour l'Oulipo de faire de la littérature volontaire. C'est-à-dire laisser le moins de marge possible au hasard de la création. D'accord. Pour ce faire, l'Oulipo propose de faire de la littérature à contrainte. Chaque œuvre doit avoir été écrite selon un certain nombre de contraintes formelles ou structurelles. L'exemple d'une contrainte, c'est écrire un poème. Un poème, un sonnet. Un sonnet, il y a des contraintes. C'est des alexandrins. C'est d'abord 4 alexandrins, puis encore une fois 4, puis 3, puis 3. Et puis là, alors le jeu des syllabes. A, B, B, A, B, B, A, B, B, A, A, tout ça. En fonction des types de sonnets, on a des variantes. Quoi, mais avec il y a C aussi qui intervient à la troisième syllabe. Normalement, il y a 3 ou 4... syllabes, rimes différentes, pardon, dans le sonnet. Voilà, il y a des contraintes techniques, des contraintes. C'est ce genre de contraintes dont on parle ici, quoi. Les exemples de contraintes formelles les plus connus sont le lipogramme. Donc ça, c'est l'écriture, c'est expliqué dans le texte. L'écriture d'un texte sans utiliser une ou plusieurs lettres données. Ok. J'écris, il n'y a pas de A. Ok. Dont on connaît, voilà, de Pérec, le roman La disparition. Je crois que c'était sans E. Ou encore la méthode dite lescurienne qui consiste à remplacer certains mots par leurs voisins du dictionnaire. Le plus connu est le S plus 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc à chaque substantif, donc S substantif, plus 7, on le remplace par le 7e substantif qui suit dans le dictionnaire donné. Ok, d'accord, donc je prends un dictionnaire, je sais pas, je vais au mot vache, et pour chaque fois que je dois dire vache dans le texte, en fait, je le remplace par le 7e mot qui est après vache, quoi. Voilà.
Ok, ça, c'est du délire de surréaliste. Hein, ça, bon. Queneau en a proposé un dans ses exercices de style en 73 sous le titre Translation. L'incongruité du résultat étonne d'autant plus que le processus de modification suit un ordre et des règles bien précis. Ok. Mais c'est parmi les contraintes structurelles qu'on trouve les expérimentations les plus intéressantes pour notre propos. En effet, il s'agit de construire un texte selon certains principes de composition, là aussi liés aux mathématiques. C'est ainsi que Pérec conçoit le plan de La vie mode d'emploi, en 78, dont les chapitres qui décrivent chacun une pièce différente d'un immeuble parisien suivent le déplacement d'un cavalier sur un échiquier qui recoupe la structure de cet immeuble. De même, pour l'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, c'est un titre. L'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation, 73, dans lequel le récit prend tour à tour chaque embranchement d'un organisme présentant toutes les solutions possibles au problème. Quand et comment faut-il demander une augmentation à son chef de service? Ok. Contrainte structurelle. Là, pour le coup, je vois pas bien où est la contrainte. Attends, parce que lié aux mathématiques, pour l'art et la manière avec son échiquier, j'ai pas très bien compris. Le déplacement d'un cavalier sur un échiquier qui recoupe la structure de cet immeuble. Ouais, par rapport au nombre de cases de l'échiquier, je suppose. Il y a une contrainte. Ok. Bah, c'est difficile à s'imaginer dans le texte ce que ça représente, quoi. Ces recherches sur la structure narrative ont très tôt intéressé Calvino, qui, dans son article tiré d'une conférence, montre les enjeux que pose une narration basée sur la combinatoire. Il retrace avant tout l'histoire du récit et imagine que les hommes des tribus n'avaient que quelques éléments qu'ils pouvaient mettre pour construire un récit, ce qui permet de mieux comprendre qu'une histoire n'est qu'une combinaison de certains éléments mis en contact et que si le spectre des possibilités aujourd'hui s'est élargi, le fonctionnement de la construction d'un récit n'est pas différent. Calvino en déduit alors qu'une machine pourrait très bien, si la technologie en était capable, écrire de manière totalement autonome des romans, selon les goûts et les habitudes des lecteurs. Ça nous rappelle l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ce qui permettrait donc de se débarrasser une bonne fois pour toutes de l'auteur. Même si ce discours n'est pas sans une certaine dose d'ironie, parce que Calvino est lui-même convaincu du rôle essentiel de l'auteur, et que Calvino nuance son propos et montre les limites d'une telle perspective en réaffirmant l'importance du tabou, du non-dit, du fantôme, que la machine ne peut reproduire. Je sais pas, on verra dans l'avenir. On retient chez lui l'intérêt qu'il porte à la création littéraire comme art combinatoire. Ok. Pour le moment, l'aspect combinatoire, pour le moment, il m'échappe un peu. Mais je vois bien, parce qu'on avait vu aussi Raymond Queneau, les mille et un, non, pas un 1000 milliards de sonnets, euh, où je vous avais montré, c'est un bouquin avec des lamelles, et chaque lamelle est indépendante, donc on peut vraiment les chipoter les unes les autres. C'est chaque fois un vers du sonnet, et on peut donc les tourner comme on veut, les positionner comme on veut, et obtenir un sonnet différent à chaque manipulation. Ça fait partie des expériences combinatoires en littérature. C'est la combinaison de vers, quoi. Mais ici, dans l'exemple donné, j'ai du mal à suivre, j'admets. En témoigne sa production lorsqu'il entre en contact avec l'Oulipo. Outre certains exercices de style, poème en lipogramme, donc les lettres en moins, là, composition d'un syllabaire illustré à la manière de Pérec, et le roman représentatif de sa participation au groupe parisien, titre Si par une nuit d'hiver un voyageur, 79, où le lecteur se retrouve emprisonné dans une succession de débuts de romans, dont il ne peut jamais connaître la suite. Calvino s'est essayé à la composition narrative combinatoire. Encore une fois, je ne vois pas le rapport. Emprisonné dans une succession de débuts de romans,
dont il ne peut jamais connaître la suite. Dans le sens, peut-être, est-ce qu'on a des débuts et qu'on les lit les uns après les autres, on essaye dans un sens, dans l'autre, et on n'a jamais la fin. Peut-être, est-ce que c'est ça, la combinaison? Je ne sais pas trop. Composition. Je vais quand même taper littérature combinatoire pour être sûr qu'on ne se trompe pas dans la définition. On va voir ce qu'on tombe, ce sur quoi on tombe. Littérature combinatoire, on a un article Wikipédia, c'est très bien. Est un mouvement littéraire qui s'intéresse à la génération de textes par combinaison, plus ou moins aléatoire, de mots et de textes, souvent assistés par ordinateur. D'accord, 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 ok. Ok. Dans une nouvelle, pardon. Dans une nouvelle qui aurait dû donner lieu à un roman, qu'est-ce que c'est que ça? L'Incendio della Casa Abominevole. Ok. 73, le personnage principal, Valdemar, est un informaticien chargé de résoudre une enquête grâce à son ordinateur. Le problème posé par l'enquête est le suivant. Une maison a brûlé avec tous ses habitants. Okay. Parmi les décombres, on retrouve un cahier sur lequel on peut encore lire une liste de crimes numérotés de 1 à 12 sans qu'ils soient imputés à l'un des 4 habitants de la maison. Il s'agit donc de reconstruire la suite des événements en sachant que les 4 personnages pouvant générer 12 types de relations différents. En effet, 6 couples sont possibles et une action entre 2 personnages peut être effectuée dans un sens ou dans l'autre. Le nombre de combinaisons possibles s'élève à 12 exposant 12, c'est-à-dire plus de 8000 milliards de possibilités. Si ce n'est que Valdemar, pendant les longs moments de réflexion de la machine, commence à soupçonner son client, l'assureur Skiller, et le fait entrer dans l'équation. Et, se sentant menacé, s'ajoute lui-même dans le calcul. L'intrigue se complexifie donc, d'autant plus que les combinaisons possibles sont limitées par certaines contraintes, comme l'impossibilité d'un personnage de commettre un crime s'il l'a lui-même subi. Ok. Comme le raconte l'oulipien Paul Braffard sur son site internet, en 2002, cette nouvelle a été utilisée par Calvino lors d'une journée d'études proposée par l'Oulipo autour du thème écrivain, ordinateur, algorithme au centre Pompidou le 15 juin 1977. On y voit l'intérêt que portait Calvino pour la narration combinatoire et pour l'emploi de l'informatique en littérature à une époque où l'ordinateur n'était pas encore d'accès aisé. Moi, j'ai du mal avec les chiffres, donc je suis vite noyé, mais j'espère que vous suivez mieux que moi. Mais en tout cas, ce que je retiens, moi, ce qui est super important et intéressant dans cette information, c'est que dès l'époque, donc dès les années 70, fin années 60, 70, c'est l'époque de l'Oulipo, dès cette époque-là, on a un intérêt marqué des auteurs, donc des représentants de la littérature, pour les mathématiques et plus loin, pour ce qui représente l'avenir, pour l'informatique. Et on a ce lien comme ça qui se crée assez spontanément entre la littérature et l'expérience mathématique avec une espèce d'ivresse de ce que permet des possibilités que permettent l'informatique. On a la combinaison, la 12 exposants 12, c'est des trucs humainement parlant, c'est inconcevable de prévoir autant de choses, mais voilà, grâce à des machines, on arrive à des résultats. Et on a cette espèce d'ivresse comme ça dont les représentants de la littérature de l'époque se saisissent, en tout cas eux, et fondent un mouvement littéraire qui est la littérature combinatoire. Et c'est super important dans le sens où, voilà, ça éclaire, en tout cas, ça réconforte de savoir que les liens finalement entre la littérature et le jeu vidéo sont quelque part peut-être beaucoup plus naturels qu'il y paraît. Moi, je y vois quelque chose de rassurant, de se dire que c'est pas des domaines opposés, que c'est pas des domaines qui ne peuvent pas se concilier ou se réconcilier. Voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose de positif et d'intéressant du point de vue du rapport de l'homme. C'est ça l'objet du texte, c'est comment notre rapport à la littérature est modifié du fait de l'existence de technologies telles que celle-là. Et finalement, on se rend compte, je trouve, que le lien entre les deux est beaucoup plus spontané, beaucoup plus humain que ce qu'on pourrait imaginer. On va continuer un petit peu. On est dans les temps.
C'est un gros morceau, celui-là. Je ne sais pas si on va avoir le temps. Vous voyez on n'est pas super loin dans l'article. Enfin, on est au paragraphe 11 sur un total de 65 paragraphes. Le reste, c'est des appels de notes et autres. Cet article-là, moi, je pense qu'il est intéressant, mais ça prend beaucoup plus de temps qu'il n'y paraît de lire tout ça. Mais je vais continuer encore un petit peu quand même, parce qu'on retouche. C'est intéressant de revoir des notions, des auteurs, des livres qu'on a vus ensemble dans les précédentes émissions, en tout cas pour ceux qui suivent depuis le début, et de les revoir ici analysés sous un autre angle. Voilà, c'est intéressant. Donc l'objet livre, renouvellement et dépassement. On va lire un peu le début. En plus de mener une réflexion sur la logique du récit, cette période littéraire, dans les années 70 à l'Oulipo, contribue à remettre en question la façon dont on voit l'objet livre dans sa matérialité et dans son approche. Cortázar, par exemple, est sans doute l'un des cas les plus probants avec son roman Marel en 67, écrit de manière à ce que le lecteur puisse choisir le chemin le plus rapide, lire les 56 premiers chapitres dans l'ordre jusqu'à la fin, signalé par 3 étoiles, ou le chemin le plus long en suivant un parcours proposé par l'auteur qui intercale entre chacun des chapitres principaux, des chapitres secondaires qui viendront apporter des précisions sur certains personnages ou sur l'intrigue, ou qui proposeront des bribes de réflexion littéraire, philosophique ou métaphysique, enrichissant ainsi cette histoire d'intellectuels par les sujets de conversation qui les animait dans leur appartement parisien. D'accord. On en sait un peu plus maintenant sur le contenu de Marel, donc je vous avais déjà parlé, on avait même montré le livre à l'écran, mais on n'avait jamais lu d'extrait. Je vous avais dit que j'avais pas lu celui-là, contrairement à Borges par exemple que j'avais lu, ou à Queneau, mais voilà. Jules nous dit il faudra que je reprenne le résumé vidéo plus tard parce que c'est pointu. Ah oui, en cuisinant à côté. Mais c'est pointu, c'est pointu, c'est pointu. C'est pointu, mais dire moyennant un petit dictionnaire et recontextualiser un peu les éléments. Je crois que pour la prochaine fois, on pourrait continuer ça. Mais alors, je lis à l'avance et peut-être je me renseigne sur les concepts importants et comme ça je peux en donner une explication sur le moment, au moment où on tombe dessus, ça serait intéressant. C'est pointu, mais ce n'est pas inaccessible. Alors, en plus de mener une réflexion sur la logique du récit, cette période littéraire contribue à remettre en question blablabla, Cortázar, Marel, ok. Tout ça, on a lu. Cependant, cette disposition ne suit pas un ordre mathématique précis. Non. Les pages des chapitres secondaires sont dans le désordre et l'auteur ne cherche pas à faire adopter à son lecteur un quelconque pattern de lecture. C'est surtout le livre dans sa linéarité qui est remis en question ainsi que sa manipulation en tant qu'objet. Le lecteur ne se contente plus de tourner les pages, mais ça donne un jeu d'enquête organisé par l'auteur. Moi, je me demande dans quelle mesure ces auteurs-là ont eu un impact plus global sur la littérature et s'ils l'ont vraiment eu. Je me le demande. Parce qu'ici, on étudie, ça reste quand même une sphère un peu de niche, hein, quand même, cette littérature-là, la littérature combinatoire. C'est pas quelque chose qui a été transcendant, je veux dire, qui a perduré. Hein, on ne fait plus ça aujourd'hui. En tout cas, pas, enfin, pas que je sache. Mais est-ce que ça a eu un réel impact sur la littérature de manière générale? Parce qu'on continue à écrire des bouquins, je veux dire, comme on en a toujours écrit, quoi. On continue à lire ce qu'on a toujours lu depuis toujours. Et les recettes pour faire du fric en littérature sont toujours les mêmes depuis longtemps. Donc, est-ce que ça a vraiment bouleversé complètement notre rapport à la littérature? Ça, je sais pas. En tout cas, ça a ouvert des portes. Encore faut-il être conscient que ces portes ont été ouvertes, et je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Cette tendance, donc représentée ici par le roman de Cortázar, se traduira par le passage de la littérature dans l'environnement numérique. On trouve dans les expérimentations de groupes comme l'Oulipo un intérêt certain
pour cet outil encore émergent, si bien que la création en 81 de l'atelier de littérature assistée par la mathématique et les ordinateurs, alors ok, là on voit mieux le lien, on voit mieux l'influence, par Jacques Roubaud et Paul Brafort, a surtout été le lieu d'application informatisée d'exercices oulipiens déjà existants. Ainsi, le conte à votre façon, on en avait reparlé, 67, dans lequel le lecteur a le choix entre 3 possibilités à chaque étape du récit, s'est vu transposé dans une version numérique et le programme qui en a permis l'élaboration a été laissé à la disposition des internautes pour qu'ils puissent à leur tour créer un texte interactif. Par la suite, certaines créations ont pris tout leur sens dans un environnement numérique. Le Rimbaud de l'air, donc de Roubaud 2008, est un mélange entre le Dormeur du Val, donc de Rimbaud, et le vocabulaire poétique baudelairien. Okay. Chaque substantif du sonnet est remplacé aléatoirement par un autre, mais dans le respect tant que la cohérence du texte que de la métrique, dans le respect tant de la cohérence du texte que de la métrique, donc du nombre de syllabes, etc., et de rimes du poème. Ok. Le lecteur peut ainsi en générer à sa guise et admirer le résultat. On retombe dans l'histoire du sonnet du 1000 milliards de soleils. Je ne sais pas pourquoi il n'en parle pas encore, mais c'est l'idée, sauf que là, c'est informatisé. Et quand je disais tout à l'heure, est-ce que ça a vraiment eu un impact sur notre rapport à la littérature? Bah, peut-être que c'est simplement en train de se mettre en place, parce que là, moi, ce que je vois, c'est on est à l'origine de l'intelligence artificielle qui invente le récit à notre place. On est en plein dedans. On est en plein dedans, il y a des débats là-dessus. Hein, on a d'abord vu un raz-de-marée d'illustrations générées par des intelligences artificielles. J'en ai moi-même fait, j'ai fait un stream dessus sur les illustrations que j'ai générées pour mon AVH. On est en plein dedans. Si on commence à générer des textes de manière aléatoire par une intelligence artificielle, bah oui, on est dans le résultat, c'est le produit finalement de ces expériences de littérature combinatoire des années 70. Quelque part, ont-ils influencé à ce point le devenir, les possibilités de la littérature, bien que pour le moment, on en est, comme je dis, on en reste encore un rapport à la littérature, pour moi, qui reste celui qu'il a globalement toujours été depuis quand même longtemps. Mais cela va-t-il changer? Quelle importance accorde-t-on au rôle de l'auteur? Quelle importance accorde-t-on à la qualité du texte que l'on lit? Là, par contre, je me permets une remarque. Je trouve que les lecteurs sont de moins en moins exigeants avec la qualité littéraire de ce qu'ils lisent. Contredisez-moi si vous ne pensez pas ce que je dis, si vous ne pensez pas comme moi, mais moi je constate que beaucoup de lecteurs se contentent de pas grand-chose, sont vite contents. Quand ils ont une bonne histoire, ils sont contents. Mais par contre, lorsqu'il concerne la qualité littéraire, c'est pas spécialement ce qui est recherché. Et quand ça devient un peu trop complexe, un peu trop soutenu, ça a quand même tendance à avoir moins de succès. Voilà, c'est une impression que j'ai. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que je suis quand même dans le bon. Est-ce que ça va pas faciliter? Est-ce que l'intelligence artificielle, est-ce que cette littérature aléatoire, générée aléatoirement, va pas réussir quelque part à se trouver une place dans le marché parce que justement, il y a ce désintérêt pour la qualité littéraire et ce contentement-là de peu. Est-ce que c'est justement pas grâce à ça que ça va marcher? Clairement, dit Renan. C'est pas pour rien que même les œuvres littéraires ressortent en écriture abrégée aujourd'hui. Ah bah oui. Ah bah oui, là, effectivement, c'est un exemple. On continue encore un petit peu. Le site de l'Alamo contient toute une série d'expériences ludiques de ce genre sans pour autant aboutir à un véritable projet de création narrative. L'arrivée de l'informatique puis d'Internet a en effet ouvert de nombreuses possibilités de construction de textes, mais on peut s'interroger sur ce qui constitue une avancée structurelle essentielle dans la création littéraire par rapport à ce qui n'apporte que ce que René Audet appelle un effet de surface. On ne peut s'interroger sur ce que constitue une avancée structurelle essentielle dans la création littéraire par rapport à ce qui n'apporte qu'un effet de surface. Ok, c'est pas très clair. En effet, l'entrée de la littérature dans le numérique n'a pas eu lieu dans un
sans un certain flottement entre la technique et le texte lui-même. D'où son constat, donc le constat de René Audet, la surenchère du contrôle de l'expérience de lecture conduit à des hapax, ok, où le rouage étouffe le sens, des hapax. Nous allons voir ce qu'est un hapax. Un hapax, c'est alors mot, forme, emploi dont on ne peut relever qu'un exemple dans un corpus donné. Emploi dont on ne peut relever qu'un exemple. Un mot qui n'a qu'une seule occurrence dans un corpus donné. Par analogie, un hapax peut être aussi un événement qui ne se produit qu'une fois ou une personne unique. Un mot qui n'a qu'une seule occurrence dans un corpus donné. Je ne comprends. J'avoue que je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Un mot qui n'a qu'une seule occurrence dans un corpus donné. Je sais pas. Je ne comprends pas. J'admets, je ne comprends pas. Je sèche. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous avez une idée, dites-moi Sam, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un hapax? Un mot qui n'apparaît qu'une fois dans un texte. Oui, dans un texte, parce qu'il dit, on dit dans un corpus. Dans un texte qui n'apparaît qu'une fois, qui n'a qu'une seule occurrence. Genre le mot apax, là c'est un apax, parce que je suis sûr qu'il apparaîtra qu'une fois dans le texte. C'est ça? C'est un mot qui désigne un truc qui n'est pas très utile. Encore une fois. Comme souvent. D'accord. La surenchère du contrôle de l'expérience de lecture conduit à des hapax où le rouage étouffe le sens. Ok, donc on peut comprendre que la surenchère dans l'expérience de littérature combinatoire amène à des occurrences uniques qui finalement, si on tombe sur un mot très banal mais qui n'est dit qu'une seule fois, ça va peut-être nuire à la compréhension globale du texte. C'est un peu comme ça qu'on pourrait peut-être le comprendre. L'arrivée du numérique a pu accentuer la nouvelle approche du texte en l'affranchissant des contraintes du format livre, même pour des œuvres qui, à l'origine, n'avaient pas été prévues pour cet usage. La stimulation humaine de Daniel de Roulet est une série de nouvelles et romans initialement écrits pour être lus au format classique. C'est une saga romanesque dont les volumes, qui peuvent être lus indépendamment les uns des autres, sont liés par la thématique de la science nucléaire. Donc là, on est dans le concept de littérature, comme on disait tout à l'heure, multi... c'était quoi? C'était quoi la multiplicité? Je sais plus. Multiplicité narrative? C'est comme ça qu'on devait le comprendre. Où il y a cette. Ouais, c'est ça, une multiplicité. Chaque récit en contient un autre en puissance, c'est ça. La multiplicité narrative, dans le sens où on a une œuvre générale, où il y a quelque part, il y a une espèce de fil rouge comme ça qui lie chaque ouvrage sans forcément qu'on doive les lire tous pour comprendre. C'est une saga romanesque dont les volumes qui peuvent être indépendamment, liés par la thématique de la science nucléaire. C'est au terme de 20 années d'écriture que l'auteur a senti le besoin de structurer son œuvre de manière non linéaire. Il s'est donc associé à deux chercheurs, Cyril Bornet et Frédéric Kaplan, qui voulaient étudier la genèse d'un tel projet afin qu'il l'aide sur l'aspect technique. Le constat auquel ils arrivent au commencement du projet recoupe la remarque de René Audet. Alors on a une citation. Du point de vue de la forme, enfin, force est de constater que les contenus très novateurs publiés autour du thème du livre numérique n'ont pas apporté de changements radicaux à la lecture en général. On a un peu un écho de ce que j'ai tantôt. Ainsi, parmi les directions que les deux chercheurs pouvaient prendre pour insérer l'œuvre de Daniel de Roulet dans un environnement numérique, ils ont préféré restructurer les chapitres plutôt que de les enrichir de documents annexes à la création littéraire, afin d'offrir au lecteur une immersion sans source de distraction. En effet, il s'agissait avant tout de maintenir la fluidité de l'expérience de lecture numérique et donc de minimiser la présence d'une interface qui viendrait faire de l'ombre au texte. De ce fait, la fin d'un chapitre ressemble à ceci. Choisir un autre livre ou chapitre suivant. Donc en fait, si je comprends ici ce qu'on veut dire, c'est qu'un gars, un auteur donc de Roulet, Daniel de Roulet, a profité de l'innovation donc de la littérature numérique pour remodeler son œuvre en format numérique, donc, mais pour la remodeler de sorte qu'on puisse y naviguer, en fait. Voilà. Ok. Ok. Ça devait être un gros travail, sûrement, mais oui.
on voit à quel moment où la littérature, l'aspect non linéaire vient s'introduire finalement dans la littérature classique. Et là, on a ce sur quoi je me questionnais tout à l'heure. On a cette incursion, cette modification cette incursion de quelque chose de différent. On veut offrir une expérience de lecture au lecteur. On n'est plus dans la simple lecture. Voilà, on veut offrir une expérience de lecture. Tout est dans la façon dont c'est formulé, c'est ça, une expérience de lecture plutôt qu'une lecture. On est là-dedans. On est là-dedans. Effectivement, il y a cette volonté-là qui n'est pas généralisée, hein, mais il y a cette volonté-là qui émerge, qui est là. Et va-t-on vers ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme on dit, tu demandes à ChatGPT de la faire. Ouais. Le corpus, c'est l'ensemble de tous les textes qui fait l'ouvrage. Oui, c'est vrai, oui. Disons que si le mot n'apparaît qu'une fois dans le corpus, c'est vaste. Bon, ben on se rapproche tout doucement de l'heure. Ben, on va finir avec Daniel de Roulet pour pas compliquer, parce qu'après après ça parle de Genette. Donc on va finir sur cet auteur-là. Si le lecteur ne veut pas interrompre sa lecture pour passer à un autre ouvrage, il lui suffit de faire défiler la page jusqu'au chapitre suivant. L'option Choisir un autre livre envoie le lecteur à un sommaire classant les histoires selon leur longueur. Ok. Ce qui permet une lecture par butinage. Pour tout marque-page, un compteur indique combien de chapitres ont été lus de toute la saga. Si cette adaptation numérique laisse au lecteur la liberté de commencer par n'importe quelle histoire et lui permet une lecture transversale de l'ensemble de la saga, l'œuvre ne perd pas sa dimension linéaire, héritée du format d'origine. En effet, quels que soient les choix du lecteur dans la lecture des différents romans et nouvelles, son parcours de l'œuvre ira toujours, bien que morcelé, du début vers la fin. Je ne sais pas si c'est vraiment ça qu'on doit entendre par linéarité. Le projet de Daniel de Roulet est bien plus récent que les expériences d'Alamo. Et pourtant, c'est la même question sur l'apport d'une transposition numérique qui est posée. Comme l'outil est nouveau, l'intérêt porte plus sur ce qu'il permet de faire que sur la signification que l'environnement numérique peut apporter. Il s'agit sans doute encore de ce que Jeannette Murray, dans Hamlet on the Holodeck, appelle incunabula. Incunable, ouais. À savoir ces formes précoces d'un genre ou d'un médium au trait encore hésitant. On peut se demander alors que faire de ces nouvelles possibilités offertes par l'informatique, que ce soit la vidéo et l'image numérique, le son intégré et surtout les différents types de réseaux narratifs offerts par l'hypertexte. Si les trois premiers éléments tendent à être considérés comme des ajouts illustratifs, à moins d'étudier un objet d'un point de vue intermédial, c'est le troisième qui permet au lecteur d'aborder le texte d'une façon radicalement différente. Donc le troisième, c'est l'hypertexte. Je suppose. La vidéo, l'image, le son intégré. Je sais pas, parce que là, on a vidéo, image, numérique, son intégré, ça fait déjà 3. Offert par l'hypertexte, on a un quatrième élément. Donc je sais pas évidemment quel est le troisième, je ne sais pas. Mais c'est bien l'hypertexte, donc c'était pas clair. Donc ça devait être à mon avis, il y a une confusion dans le comptage des éléments. Parce qu'après, le texte reprend sur la notion d'hypertexte à deux origines. Donc pour la prochaine fois, pour le prochain épisode, on démarrera avec la notion d'hypertexte et ses origines, et on remonte à Gérard Genette avec Palimpseste. Intéressant. Et 100 000 milliards de poèmes de Queneau. Ok, qui sont c'est quand même des ouvrages à 20 ans d'écart. Hein. Genette, c'est 82. 100 000 milliards de poèmes, 61. Ok. Ben, super, super. C'est costaud, mais je trouve que ça amène vraiment des précisions, des éléments intéressants sur l'histoire du livre-jeu. On voit bien où se situent les rapprochements, où se situe l'intérêt d'étudier ces éléments-là de la littérature combinatoire. On voit bien l'intérêt. Et
Bah, c'est un article qui est quand même assez bien posé pour se renseigner là-dessus. Donc, moi, je suis assez content de le découvrir avec vous. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Peut-être que j'en ai perdu plus d'un, mais moi, je trouve qu'il est quand même très intéressant.